moi, je suis très contente de vous retrouver tous pour ce premier jour du Salon de l'Agriculture. C'est un peu notre festival de Cannes du monde agricole. Aujourd'hui, on va parler de souveraineté alimentaire sous deux aspects. Avec nos fruits et légumes et avec nos volailles. À l'automne dernier, un rapport sénatorial mené par Sophie Primas, Laurent Duplomb, montrait que certaines de nos filières ont pris un sacré coup dans l'aile en termes de souveraineté. C'est le cas des fruits et légumes. On importe désormais la moitié de nos consommations. C'est aussi le cas des volailles. On importe là encore la moitié de nos consommations de volailles. Comment est-ce qu'on en est arrivé là et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cette situation et pour lever les verrous? Pour en parler, je reçois Daniel Sauvêtre. Vous êtes le président de l'ANPP, c'est l'Association nationale des pommes et des poires. Bonjour. Bonjour. Et je vous reçois aussi, vous, Jean-Michel Schaeffer. Vous êtes le président de l'Envol, la bien nommée interprofession de la volaille. Elle porte bien son nom. Bienvenue. Bonjour. Alors, on va commencer par faire un petit état des lieux. Avec vous, Daniel Sauvêtre. Comment est-ce que ça se structure aujourd'hui, le paysage de nos fruits et de nos légumes? Alors vous, votre partie, c'est les fruits, mais vous pouvez nous dire aussi un mot des légumes. Qu'est-ce qui se passe avec nos consommations de fruits et légumes? D'où est-ce qu'ils viennent? Écoutez, en 20 ans, là où on était à 70% d'autonomie pour la consommation de nos fruits et légumes, on est passé à 50%. Et donc, on a perdu à peu près un point par an de souveraineté. Un peu plus pour les fruits que pour les légumes. Alors, il y a deux composantes. Il y a aussi le fait que nos consommateurs ont modifié leur consommation en achetant un peu plus de fruits qui ne peuvent pas être produits en France et qui viennent d'ailleurs. Les oranges, par exemple. Les oranges, les bananes. Bon, ça, on peut le comprendre. Voilà, ça, on peut le comprendre, mais c'est un signe aussi. Ça veut dire qu'il y a eu un avantage compétitif, un rapport qualité-prix qui a plus séduit le consommateur pour ces fruits et ces légumes qui sont venus d'ailleurs. Et on a eu plus de peine à résister avec nos productions nationales. D'où la contradiction qu'il y a entre les messages qui nous disent on va consommer local, on va consommer bio. Et en fait, le comportement des Français ne va pas dans ce sens-là. Alors ça, c'est un premier aspect. Et puis il y a le deuxième aspect qui est la perte de compétitivité en Europe de l'origine France, parce que nous nous sommes donné des règles plus contraignantes que le socle des règles européennes. Et donc, à bas bruit, au fil du temps, eh bien, on a des coûts qui augmentent en France, qui donnent un avantage concurrentiel à nos concurrents. Et tout doucement, on importe plus. Et puis un beau jour, on se réveille et on ajoute au titre ministère de l'Agriculture, on y ajoute souveraineté alimentaire. Quand on ajoute ce terme, c'est sans doute que les choses ne vont pas très bien et qu'il commence à être bien tard. Et donc là, on se dit, ça y est, super, on a enfin pris conscience du fait qu'il y a un souci en France. C'est un peu comme pour l'électricité. On va prendre à bras-le-corps les choses. Et là, on a un petit doute. On va voir ce que va nous dire le ministre mercredi prochain. Mais il y a quand même quelque chose. Mercredi prochain, il y aura l'annonce d'un plan de souveraineté alimentaire. Voilà. Et donc, sur les fruits et légumes. Là, on est plein d'espoir. Mais je ne voudrais pas être pessimiste. Mais j'ai un petit doute puisqu'on nous dit, attention, le challenge en France, c'est de reprendre de la souveraineté. Nous n'allons toucher en rien à ce qui a mis on y reviendra. Les verrous. Voilà. Les verrous. L'idée, c'est qu'on ne se retrouve pas dans une situation comme celle que vit le Royaume-Uni en ce moment, un pays ultra dépendant pour ses fruits et légumes et qui fait face à des rayons vides et à des rationnements des consommations. Voilà, mais c'est comme ça que ça se termine, on ne s'en rend pas compte, le temps passe et puis un beau jour, le robinet de l'importation se ferme un peu pour des contraintes logistiques et on se rend compte que finalement les rayons sont vides. Il faudrait ne pas en arriver là. Alors, maintenant, on est arrivé quand même à un constat un peu similaire pour les volailles. Alors les volailles, une volaille sur deux consommée en France vient d'ailleurs. Alors ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Oui, alors ailleurs, ça veut... Des fois, on ne sait même pas ce que ça veut dire en fait. Alors juste pour reprendre quelques chiffres, le français, et ça c'est une bonne nouvelle, c'est le premier consommateur de volaille en Europe. C'est-à-dire qu'il consomme moins de viande rouge, par exemple, mais la consommation de volaille a augmenté en France ces dernières années. On peut se féliciter en tout cas que pour la volaille, la consommation augmente. Et en fait, ce qu'on constate avec le temps, c'est que malheureusement, la production n'a pas suivi l'évolution de la consommation. Et malheureusement pour nous, du coup, on se retrouve dans une situation où une volaille sur deux est importée. Alors pour différentes raisons, hein. Il y a différents accords de libre-échange qui ont été signés au niveau européen qui font qu'aujourd'hui, on importe 1 200 000 tonnes de volailles. Alors, cette volaille, elle sert à quoi? C'est de la volaille qu'on achète dans les supermarchés, c'est aussi la volaille qu'on mange à la cantine, dans les restaurants d'entreprise, hors domicile. Voilà, alors très bonne question.
Alors ce 1 200 000 tonnes de volaille, en fait, c'est que du blanc de poulet. D'accord. Quasiment que du blanc de poulet, c'est-à-dire la pièce de l'animal vraiment la plus plébiscitée et la plus consommée. Et quand on la ramène à la consommation en Europe, c'est à peu près un quart du volume consommé. C'est-à-dire qu'on consomme plus de blanc de poulet que de poulet en général. Voilà. Comme s'ils avaient tous beaucoup plus de blanc que de pâtes. Ben en fait, le consommateur plébiscite beaucoup le blanc, un peu les cuisses. Et quand on ramène le volume d'importation de blanc de poulet à la consommation générale en Europe, c'est un quart du volume qui est importé aujourd'hui. Alors pourquoi on les a importés? Différents accords de libre-échange ont été signés. Donc on en importe énormément du Brésil, de Thaïlande. Et également, il y a un nouveau compétiteur qui est là depuis des années, c'est l'Ukraine. Et on importe de ces pays de la volaille qui n'est absolument pas produite dans les mêmes conditions de production que les nôtres. Alors ça, le consommateur n'est pas toujours informé de ce qui se passe et des conditions de production. Alors est-ce que vous pouvez nous donner une idée des différences de conditions de production au Brésil, donc gros exportateurs de volaille vers l'Europe, de l'Ukraine et de la Thaïlande? Comment est-ce qu'on élève les poulets dans ces pays-là? Oui, alors je prends chez nous en Europe. Nous, on a des réglementations qui sont vraiment très strictes. Je donne 2 exemples. On a une réglementation sur les antibiotiques dans le cadre du plan éco-antibiorésistance qui vraiment encadre d'une manière très stricte l'usage des antibiotiques. C'est-à-dire on les limite au maximum. On ne peut que, comme pour les humains, soigner les animaux s'ils sont malades sur une prescription du vétérinaire. C'est-à-dire on ne donne pas d'antibiotiques en prévention pour faire ça grossir les n'existe volailles, pas, ça n'existe pas. Totalement interdit. Et en même temps, sur une liste d'antibiotiques qui a été aussi limitée pour évacuer les molécules qui étaient proches des molécules humaines. Donc, chez nous, c'est très strict là-dessus. Ensuite, on a une réglementation également, par exemple, sur les salmonelles. D'accord. En volaille, donc des parasites de la volaille qui sont dangereuses pour l'homme. Les salmonelles sont contrôlées, pas que sur la viande, sont également contrôlées dans les élevages. Donc il y a une obligation de faire des chiffonnettes dans les élevages, dans les abattoirs, chez les fabricants d'aliments. Et tout ça, bien sûr, ça engendre des frais et des coûts. Ça, c'est les conditions de la sécurité sanitaire. Voilà, on peut s'en réjouir quand on est un consommateur. Tout à fait, voilà. Sauf que les compétiteurs sur le marché mondial du poulet ne sont pas soumis à ces règles-là. Et alors, la difficulté qu'on a aujourd'hui, et c'est ça qu'on dénonce en permanence, c'est presque le combat de notre vie, quoi. C'est que des accords ont été signés sans qu'on impose ces mêmes conditions de production à nos compétiteurs. Est-ce que c'est ça qu'on appelle les clauses miroirs? Alors effectivement, ça fait partie de nos demandes. C'est qu'on impose aux autres nos conditions de production parce que ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Et qu'on se donne les moyens de les contrôler. Parce que c'est bien beau de le dire, et après il faudra pouvoir faire. Et ça, à l'heure actuelle, sur ce sujet-là, il y a un trou, il y a un vide sidéral incroyable et qui est insupportable pour les éleveurs et qui est vraiment inacceptable et qui n'est pas non plus correct pour le consommateur. Oui, parce qu'il n'est pas prévenu. Et après, il y a un autre sujet qui est la bonne information du consommateur. Parce qu'aujourd'hui, alors autant en France, on a une réglementation qui est vraiment précise. Et tant mieux pour nous. Quand on achète une volaille française avec le logo, c'est une volaille française. On sait même où elle a été élevée. Quand c'est label rouge aussi, quand c'est bio aussi. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que ces importations arrivent dans nos grands ports de commerce qui sont européens et pas français d'ailleurs. C'est principalement Rotterdam, secondairement Anvers. Et la réglementation de base européenne permet, par différents moyens, de faire que cette viande, qui n'est pas, même pas européenne, le devienne Vous dites sur l'étiquetage. On la rebaptise. On la rebaptise, voilà, c'est un peu le terme que j'utilise. Et c'est aussi ce qui fait que les Pays-Bas sont des gros exportateurs agroalimentaires. C'est qu'il y a un gros phénomène, je dirais, d'achat-revente, en fait. Mais et de reconditionnement du produit. Tout à fait légal. Et tout ça, c'est légal. Et ça, c'est inacceptable. Donc, on a vraiment des demandes fortes. C'est qu'on ait un encadrement beaucoup plus fort de la réglementation européenne sur les origines. Et après, on a un autre sujet. C'est l'autre information du consommateur en termes d'étiquetage. Alors, on a mené un long combat depuis des années pour obliger à étiqueter nos viandes en restauration hors domicile. Parce que l'obligation n'est que sur la partie consommation à domicile, c'est-à-dire les achats qu'on fait pour faire la cuisine, supermarché, petite boucherie et tout. Ce que vous voulez dire, c'est que ce qui marche pour le bœuf, par exemple, oui, où l'étiquetage est obligatoire, n'est pas efficace encore pour la volaille. Alors voilà, c'est pas une obligation réglementaire de l'Union européenne, ni la volaille d'ailleurs, mais aussi pour le porc, les ovins et tout. C'est simplement pour la viande rouge. C'est pour la viande rouge que ça couvre tous les segments.
Alors, sur le segment grande distribution, petit commerce, on a une très forte présence de volailles françaises, et ça, je tiens quand même à le souligner. Les distributeurs font vraiment un effort pour faire du français, et ça, c'est bien. C'est à l'extérieur, quand on n'a pas le choix de son achat, que ça se joue. Mais ça, c'est que la moitié du volume. L'autre moitié du volume, et c'est celui-là qui augmente en consommation, qui est plébiscité aujourd'hui par le consommateur, c'est-à-dire la restauration hors domicile, ça augmente. Là, on avait, alors pour l'instant, pas d'obligation, mais on a obtenu l'année dernière, quasiment jour pour jour, une obligation, mais que à titre expérimental, parce que ça a été très long à négocier avec Bruxelles, d'étiqueter en restauration hors domicile, mais que sur la viande crue. Ah. Et pas la viande cuite. C'est assez rare qu'on mange du poulet cru tout de même. Voilà. Alors des commerçants peuvent en acheter de la viande crue pour la cuisiner. Mais c'est que 40% du volume. Je comprends. 60% du volume, c'est de la viande cuite qui est achetée. Et là, il n'y a pas d'obligation. Donc nous, on demande à ce qu'il y ait une extension de l'étiquetage aussi. On a bien compris les vous voyez, 3 niveaux. Donc des accords, on est moins naïf, on impose nos règles et on se donne les moyens de les contrôler. On le doit à nos producteurs et à notre consommateur européen. Une réglementation sur l'origine beaucoup moins naïve au niveau européen pour que ce qui est européen le soit vraiment. Et après, nous donner la possibilité d'étiqueter la viande vraiment sur tous les segments de consommation. Parce qu'on le doit à nos éleveurs et à nos consommateurs. Alors Daniel Sauvêtre, ce que vous entendez là de Jean-Michel Schaeffer sur les volailles, j'imagine que ça trouve un écho en vous parce que ce qu'il raconte, vous le vivez aussi sur les fruits et les légumes et notamment sur les pommes et les poires. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu où on en est de ces distorsions de concurrence, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Vous aussi, vous les vivez, votre filière les vit. Bien entendu, mais c'est vrai qu'en écoutant ce qui se passe pour la volaille, je pensais très fort à nos fruits et légumes qui ont cette obligation d'identification de l'origine, ce qui permet aux consommateurs, en connaissance de cause, d'acheter français ou d'acheter d'ailleurs. Mais cette obligation, ce qui nous fait peur, c'est que depuis quelque temps, elle est moins respectée. Les contrôles sont un peu plus laxistes et on voit ici ou là disparaître l'affichage de l'origine. Et puis, autre grand sujet, puisque une partie des fruits et légumes, des pommes en particulier, est transformée. Et donc, on souhaite là aussi obtenir qu'il y ait la traçabilité de l'origine, y compris dans les compotes, y compris dans le transformé. Dans les compotes, dans les... Voilà, bien tous entendu, les plats, puisque là encore, quand on a des conditions de production différentes, des coûts de revient différents, si jamais on n'a pas le consommateur avec nous qui peut librement, en connaissance de cause, choisir, arbitrer, eh bien c'est perdu, puisque inévitablement, c'est la compétition du bas prix qui va l'emporter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, Daniel Sauvêtre, qu'est-ce qui fait la différence de composition du prix d'une pomme française, par exemple, et puis disons une pomme polonaise? C'est un gros producteur de pommes en Europe, la Pologne. Tout à fait. On peut prendre cet exemple-là. On peut prendre cet exemple. C'est quoi la différence entre ces deux pommes? Alors les deux sont saines à consommer, on est bien d'accord là-dessus, mais qu'est-ce qui fait la différence de composition du prix? Alors, la différence de composition du prix, elle vient quand même principalement du coût de la main-d'œuvre, même si jamais la main-d'œuvre a bien augmenté aujourd'hui en Pologne, puisque j'étais il y a quelques jours, on me dit il y a 5 ans on était à 1 € de l'heure, maintenant on est plutôt entre 4 et 6. Il y a une augmentation très rapide le coût de la main-d'œuvre, ça c'est un premier facteur. Mais l'autre élément qui est vraiment très important pour nous et qui met en danger le verger français, j'ai pas peur de le dire, on peut très bien avoir le verger de pommes qui disparaissent assez rapidement, simplement parce que en France, nous nous sommes donné une loi qui a interdit les néonicotinoïdes et les produits apparentés. Bon. L'autre jour, on a acheté, puisqu'on a trouvé des pommes polonaises chez un distributeur, on a acheté 1 kilo de pommes, on a fait faire les analyses, et on a vu sur ces pommes qu'il y avait de l'acétamipride. Alors l'acétamipride, il faut qu'on explique ce que c'est peut-être. C'est donc apparenté néonicotinoïde, parfaitement autorisé par l'EFSA, par les autorités européennes, il n'y a pas de souci. Alors celui-là, on ne l'utilise pas en enrobage de semences comme sur le colza, on peut l'utiliser en pulvérisation en pulvérisation aérienne, et c'est un produit qui permet de contrôler le puceron cendré qui est un danger extrême pour le verger. Et donc aujourd'hui, on arrivait à se passer de ce produit parce qu'on en avait un autre. L'autre produit va disparaître et nous n'aurons pas celui-ci. Ça veut dire que... Parce qu'il est interdit en France alors qu'il reste autorisé en Europe. Parfaitement autorisé en Europe jusqu'en 2032. Oui. Ça veut dire qu'il a subi tout le parcours extrêmement exigeant des autorités sanitaires européennes. Mais en France, par la loi, on a dit non, mais pour nous, c'est pas possible. Ça veut dire que
on a un pays, la France, qui peut voir son verger de pommiers disparaître parce que les arboriculteurs, les pauvres, ne sauront pas comment contrôler le puceron cendré, alors que tout autour, ça sera possible. Et ce même kilo de pommes que j'ai trouvé l'autre jour chez un distributeur qui avait une trace d'acétamipride, ce qui est parfaitement pas un problème pour la mise en vente, eh bien, on aura demain des rayons qui seront avec des pommes qui auront de l'acétamipride, des arboriculteurs qui auront disparu parce qu'on se sera interdit d'utiliser cette matière active, et puis on acceptera tout naturellement que le reste de l'Europe puisse produire et nous envoyer des fruits dans des conditions de production que nous n'aurons pas acceptées pour nous-mêmes. Ce que j'appelle le syndrome de la betterave à sucre. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs productions comme ça qui risquent de disparaître en France. On se voit là la face en disant ben, chez nous on ne fait pas ça. Par contre, bien entendu, nous avons besoin que nos étals soient bien fournis et nous acceptons tout ce qui nous vient d'ailleurs. Et puis après tout, ces règles ne sont pas si mauvaises que ça, mais pas pour nous. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner ce chiffre très frappant de l'état des surfaces de vergers français ? Alors Emmanuel, là, vous êtes Ah, exigeante, alors, mais je vais essayer Oui. pour la pomme. Dans les grandes lignes. Bon, je vais plutôt même parler en tonnage. Aujourd'hui, la production de pommes en France, elle est aux environs d'1,4 million et tendanciellement plutôt à la baisse. Nous étions à 2,2 millions en 2000. On était le premier pays exportateur de pommes au monde. Donc nous n'avons cessé de faire décroître cette production jusqu'à aujourd'hui pour des bonnes et des mauvaises raisons. Les bonnes raisons, c'est parce qu'en 2000, il y avait encore ce programme européen de financement des retraits. Et donc on avait encore des productions qui étaient principalement destinées à la destruction. Donc on voit bien... Ce qui n'est pas une très bonne idée non plus, on voit la perversion auquel peuvent conduire les aides. Et donc les choses se sont beaucoup assainies. On a eu des arboriculteurs qui ont adapté l'offre et la demande et plutôt bien. On a plutôt bien réussi. Mais il se trouve que depuis 2, 3, 4, 5 ans, avec cette pression réglementaire et ces interdictions qui tombent spécifiquement sur le verger français, eh bien, nous sommes en accélération de perte de part de marché, en accélération de perte de compétitivité parce que nos prix de revient augmentent. Alors, le temps nous est désormais compté, mais je vais vous poser à chacun une question qui servira de conclusion. Et je vais commencer par vous, Jean-Michel Scheffer. Si on devait lever un verrou impérativement pour améliorer l'état du marché de la volaille en France et une meilleure reconnaissance des productions françaises qui sont assez vertueuses, qu'est-ce qu'il faudrait faire en priorité ? Alors pour moi, en priorité, pour la volaille française, parce que c'est un cercle vicieux. Parce que comment vous pouvez développer votre filière quand votre marché il est squatté par des volailles d'importation qui sont produites quasiment 2 fois moins cher. C'est impossible. Alors comment est-ce qu'on réimplante des élevages ? Alors pour moi, on a besoin que l'État mette en place un vrai programme de soutien aux investissements pour les éleveurs. Ça, on en a vraiment besoin pour donner un coup de boost, quoi. Et après, et combiner. Et là, le débat, il est européen. Hein. Il est très compliqué. Il va être très compliqué avec les pays qui sont très commerçants. Comme les Pays-Bas. C'est d'avoir une approche moins naïve dans les accords de libre-échange et qu'on impose aux autres ce qu'on s'impose. C'est-à-dire, c'est ça qu'il faut qu'on ait. Et le problème que moi j'ai, c'est que qu'est-ce que j'entends depuis des mois ? Alors l'Ukraine, avec qui on est bien évidemment solidaire, avec le peuple ukrainien qui vit un drame absolu, aujourd'hui c'est droit de douane zéro. On a un oligarque qui a son entreprise avec son siège social à Chypre qui nous exporte de la volaille à droit de douane zéro. Donc ça, c'est un peu de naïveté il est européenne. présent, il est sur le marché européen comme tous les autres, sans les conditions de production, avec des sites d'élevage de 2 millions de volailles. Donc ça, vous allez rencontrer cet Ça, après-midi c'est pas possible. le président de la République Voilà. pour parler de l'état de votre filière. Vous allez lui parler de... Oui, ben ça c'est sûr. Hein. Ah oui, c'est ce qu'on va dire au président de la République cet après-midi. On ne peut pas continuer à importer des volailles qui ne sont pas élevées comme les nôtres, même pas qu'en France, en fait en Europe, quoi. Hein. Et ça, c'est vraiment prioritaire. Et si on revient là-dessus, c'est-à-dire si on remet de la justice dans le commerce et aussi de la sécurité pour le consommateur, en fait. Hein. Bon, bah là, on va rabattre les règles. Et si on a un bon programme d'investissement, on pourra aller sur les marchés sur lesquels on est moins présent, notamment en restauration hors domicile. Merci Jean-Michel Scheffer, parce que je crois que c'est bien qu'on termine sur cette note un peu optimiste. On peut le faire avec un peu de volonté, si j'ai bien compris. Oui, je dis toujours, si la France, elle veut, elle peut. Mais il faut vouloir. D'accord.
Mais moi, je vais reprendre la même chose. Si la France, elle veut, elle peut. Et pour moi, c'est plus simple que pour Jean-Michel. Pour nous, c'est l'Europe, toute l'Europe, rien que l'Europe. C'est-à-dire que dès lors que quelque chose est autorisé en Europe, ces règles communes, nous devons les accepter comme nôtres et ne pas incrémenter pour mettre en situation difficile les producteurs français. Le simple fait de faire ça, on reprend de la compétitivité très rapidement. Il y aurait d'autres sujets, mais le temps nous est compté maintenant, je ne vais pas aller au-delà. Vous aussi, vous rencontrez le président de la République pour votre filière cet après-midi et le message sera donc celui-là. Exactement. Et on va lui dire aussi quand même qu'il faut qu'il arrive à trouver les mots que nous n'avons pas su trouver pour dire que l'agriculteur, c'est un porteur d'eau. Il prend l'eau, il la met dans les aliments pour l'amener dans le ventre des consommateurs et que ce n'est pas de l'eau qu'il garde pour lui. Il faut qu'on trouve quelque part les mots pour faire rêver et aimer cette façon d'irriguer des agriculteurs qui finalement irriguent jusque comme l'eau potable irrigue nos organismes. C'est un sujet qu'on n'aura malheureusement pas le temps d'évoquer ce matin, mais on en reparlera. L'eau, c'est un des grands sujets de ce salon de l'agriculture. Je vous remercie, Daniel Sauvêtre, Jean-Michel Schaeffer, d'avoir fait avec nous cet état de la souveraineté alimentaire et de nous avoir aussi donné des pistes pour aller vers quelque chose d'un peu mieux. Et moi, je vous retrouve demain à cette même place. Merci.